Bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous pour les autres plateaux. Nous accueillons deux nouveaux écrivains à nos côtés. À ma gauche, Jean-Pierre Martin, écrivain, professeur émérite de littérature à l'Université Lyon 2, toujours. Grand amoureux des lettres à la plume malicieuse, dit-on. Vous avez écrit une vingtaine de romans et d'essais, dont plusieurs consacrés à de grands auteurs français, comme Henri Michaud, dont vous avez signé une biographie remarquée. Vous avez écrit Mes Fous en 2020, sélectionné pour le prix Goncourt et finaliste du prix Médicis. Vous publiez cette année un curieux récit dans lequel vous racontez le monde des Martins. On va y revenir dans un instant, mais vous avez un parcours beaucoup plus détaillé. Je croyais que j'avais un parcours beaucoup plus détaillé de vous. Eh ben, j'ai dû perdre une fiche. Mais enfin, bon, voilà, l'essentiel est dit, je pense. On y revient tout à l'heure. Et puis, je te laisse présenter notre autre invité qui s'appelle... Pablo Martín Sánchez. Donc Martin en français pour son accent. Pablo Martín Sánchez est écrivain, diplômé en art dramatique à l'Institut de théâtre de Barcelone, docteur en langue française et en littérature de l'Université de Lille 3, ce qui explique qu'il parle très bien français, et docteur en littérature comparée de l'Université de Grenade. Vous avez travaillé entre autres comme lecteur, correcteur, libraire, tout ça c'est vrai ? Plus ou moins. Il faut parler dans le micro, hein. C'est obligatoire. Oui, ça, par contre, plus ou moins. Plus ou moins. Vous traduisez du français à l'espagnol de nombreux écrivains. Il y a Delphine de Vigan, il y a Ouajim Ouad, Hervé Letellier, Raymond Queneau, des gens qui font partie de l'Oulipo souvent, et ça vous amène d'ailleurs quelques années après à faire partie de l'Oulipo. Vous êtes un des deux premiers auteurs hispaniques à faire partie de l'Oulipo avec Eduardo Berti. Tout à fait. Et puis, vous êtes auteur de nouvelles, de contes, Friction, aux éditions de la Contrallée, et de deux romans, L'Instant décisif, et le premier roman, qui est celui-ci, L'Anarchiste, qui portait mon nom, c'est-à-dire Pablo Martín Sánchez, qui était en fait le premier roman, mais qui est sorti juste récemment, coédité par Zulma et la Contrallée. Alors j'ai retrouvé ma présentation plus c'est pas mal de faire de moitié Jean-Pierre Martin. Après, on va essayer de faire un mixage. Jean-Pierre Martin est né à Nantes. Il a rejoint la gauche prolétarienne en 1969 et après une maîtrise de philosophie, il a travaillé en usine pendant 4 ans comme établi, c'est ça ? Oui. Vous avez vécu ensuite à la campagne en 1975, 3 ans dans le Nord Finistère, puis près de 10 ans en Auvergne, dans un hameau perché à 1000 mètres d'altitude. Pendant une dizaine d'années, vous allez exercer divers métiers, chantier, artisanat, fabrication et vente sur les marchés de ceintures de cuir et de sabots suédois. D'où le titre d'un récit publié chez Fayard en 2004, Sabots suédois. Cette vie marginale est ponctuée de nombreux voyages. Alors là, vous voyagez vraiment beaucoup. Vous êtes un étonnant voyageur, ça c'est sûr, en particulier en Amérique et en Asie. Et vous travaillez intensément le piano jazz, vous apprenez l'harmonie et vous jouez en trio ou en quartet. Vous avez, voilà, je crois que j'avais envie vraiment que je présente les choses comme cela, parce que votre vie universitaire, c'est presque un détail à côté de ça, c'est ça ? Oui, enfin, c'est un moment. C'est un moment. C'est un moment, voilà. Alors, on va commencer, peut-être comme tu veux. Je sais pas, on peut commencer par... on va de toute façon, oui, on va mixer, parce que j'ai quand même regardé dans le livre de Jean-Pierre Martin, si vous y étiez. Eh ben non. Non. Alors, comme il continue... Oui, je peux expliquer pourquoi. Non, alors voilà, on va commencer. D'abord, c'est fini les Martins, c'est fini là, j'ai fini. Je croyais que vous commenciez. Je ne traite que les Martins morts. Okay. Or, comme vous le voyez, Pablo Martín Sánchez est bien vivant, et très vivant même. Voilà, et les Martins morts, et en plus la deuxième condition, c'est qu'ils aient des vies extraordinaires. Là, je ne dis rien là-dessus. Ça a commencé déjà. Mais il y a un Pablo Martín Sánchez mort aussi, donc il aurait pu. Oui, c'est vrai. Mais... Oui, c'est celui-là que je cherchais, en fait. C'est celui-là que j'avais cherché.
Alors peut-être on va essayer de se balader entre les deux livres parce que en fait il y a du jeu dans les deux ouvrages. Il y a du jeu JE, mais du jeu beaucoup de ludique. L'anarchiste qui portait mon nom, qui s'appelait comme moi, c'est en parcourant Internet, vous avez débusqué votre homonyme. Donc Pablo Martín Sánchez, que vous découvrez, anarchiste, révolutionnaire, exécuté en 1924 pour avoir participé à une tentative de coup d'éclat, pas 1924. Pas de coup d'État, mais une tentative de renverser la dictature de Primo de Rivera. Voilà, c'est pas un coup d'État, mais c'est... Et du coup, vous êtes intrigué et vous commencez à vous intéresser à ce personnage. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre premier livre, en fait. Et est-ce que, justement, cette découverte étonnante, est-ce qu'il a déclenché une raison suffisante pour écrire un roman? Et pas n'importe quel roman, parce que c'est un gros roman, c'est un roman d'aventure, c'est un roman qui navigue entre deux époques, qui évidemment a plein de clins d'œil avec... l'écrivain qui raconte cette histoire qui est vous-même. Donc il y a un jeu permanent entre tout ça. Est-ce que c'était du coup juste cette coïncidence qui a déclenché tout ça? Oui, tout à fait, sauf que c'est mon premier roman, mais pas mon premier livre. J'avais écrit un livre de nouvelles, mais j'avais du mal à le publier. Et donc les éditeurs me disaient, est-ce que vous n'avez pas un roman ? Est-ce que vous n'avez pas un roman ? Et finalement, j'ai écrit ce roman pour me débarrasser des éditeurs. Et non, j'ai passé 4 ans à faire des recherches, et finalement, cela aboutit à ce petit pavé qui me donne encore et toujours de la joie. Et être là, j'ai commencé à l'écrire en 2008, donc ça fait déjà 14 ans. Et il y a des gens dans la salle qui continuent à faire des recherches sur mon homonyme. Et donc cela me donne de la vie. Et donc le livre continue à être vivant et le personnage continue à être vivant un siècle après sa mort. Il aurait pu être oublié? Oui, je crois qu'il a été oublié. Il a été oublié. Et j'ai essayé modestement de le récupérer. Pas oublié par la famille, mais oublié par l'histoire, parce que c'était vraiment quelque chose de très peu connu en Espagne. Maintenant, ça se connaît un peu plus, même en France. Oui, on connaît maintenant. Vous avez parlé de joie à l'écrire, et on sent qu'il y a vraiment de la jubilation à l'écrire. Il y a dans l'écriture, c'est drôle, c'est vivant, c'est très animé, mais il y a une sorte d'espièglerie à raconter cette histoire comme ça aussi. Et ça, vous avez envie vous aviez envie de le montrer aussi par l'écriture. Oui, tout à fait, vous l'avez très bien dit, c'est le jeu et le jeu. Un jeu qu'on ne peut pas faire en espagnol, mais en français c'est très bien, le jeu et le jeu. Et là, il y a 3 Pablo Martín Sánchez, l'écrivain, le narrateur et le personnage. Et j'espère qu'un jour, il y aura un lecteur appelé Pablo Martín Sánchez qui lira le livre. Donc qui il y en fera aura une critique 4. littéraire, ça En bien. plus, ça serait pas mal. Alors, la première page du livre de Jean-Pierre Martin, Le monde des Martins, commence ainsi. Martin, tel est notre lot, nom qui nous colle à la peau et en même temps nous fait face, nom interchangeable, nous pourrions aussi bien nous appeler Bernard, Dubois, Thomas, Durand, Dupont, etc. Nom à travers lequel se profilent tous les prénoms qui sont devenus des noms, tous les voisins endogènes, tous les patronymes trop français, trop occidentaux, trop hommes blancs, trop d'origine provinciale, trop ruralité en exode. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous vous êtes dit, voilà, allons-y, attaquons le monde des Martins? Il y a 1000 raisons. Enfin, la première raison, peut-être un peu anecdotique, c'est quand on s'appelle Martin, on est forcément l'objet d'une confusion patronymique constante. C'est-à-dire qu'on se demande quelle est notre identité. Je prends un exemple, j'ai fait une étape à Paris, dans un hôtel Raspail-Montparnasse, il y a 2 jours, et le propriétaire de l'hôtel me dit vous serez à côté de 2 autres Martins, un Éric et une Béatrice. Bon, d'accord. Mais ce genre de situation arrive assez souvent. Bon. C'est la première chose. La seconde chose, peut-être, c'est
une réflexion au fond sur le nom, sur la question du nom qu'on porte. C'est pas rien, le nom qu'on porte, c'est la condition humaine et une condition nominale. Certes, nous nommons les animaux, mais les animaux, que je sache, enfin, il paraît aujourd'hui qu'on fait des recherches approfondies sur l'intelligence des animaux. Peut-être qu'on va découvrir que les animaux s'appellent d'un certain... Enfin, pour l'instant, dans l'état des connaissances, je ne crois pas. C'est quand même un privilège de l'être humain, autant que le rire ou que je ne sais quoi, que la parole. Donc c'est pas une question, vous voyez, je suis parti d'anecdote, mais c'est une question là, existentielle au fond. Ça, on s'appelle, etc. Bon, si par exemple je m'appelais connard, enfin je veux dire, ce serait pas non plus tout à fait anecdotique. Enfin je veux dire, il faut le porter. Hein. J'ai dit ça parce qu'il y a le certain Louis Connard qui a été auteur de la correspondance de Flaubert, 8 volumes. Bravo à Monsieur Louis Connard d'avoir gardé son nom et d'avoir publié la correspondance de Flaubert. Bravo, vraiment, chapeau. Et donc, chaque nom pose des questions. Mais le nom Martin, lui, un peu comme les Wang en Chine, je dis les Wang en Chine parce que le nom Martin, attention, our name is international, ok? En fait, I'm a Scottish writer, you know, my name is Martin. And ici, c'est très bien, c'est étonnant voyageur, donc on est internationaux. Et donc, je traite non pas seulement les Martins, c'est un roman international qui parcourt les continents et les siècles. Du IVe siècle, notre saint fondateur, Saint Martin, comme le sait mon cousin patronymique que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui, Pablo, de Saint Martin au IVe siècle, et mon dernier personnage, qui a une mort tragique très jeune, beaucoup plus jeune que les autres, c'était Trayvon Martin, assassiné par un vigile en 2012 et qui est à l'origine du mouvement Black Lives Matter. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est ça, c'est l'idée au fond que ce jeu, tout à fait d'accord avec un jeu, moi il n'y a pas de jeu, hein, je suis là, l'auteur est invisible. Il y a pas, on peut rechercher, parfois je m'amuse, je me dis ah oui il me ressemble celui-là ou celui-là, vraiment c'est bon, mais non, je suis partout et nulle part. Et en revanche, c'est un jeu très sérieux. Parce que c'est rien de moins, enfin les Martins, comme vous le savez, sont des êtres extrêmement modestes, espiègles et modestes, espiègles. Nous sommes des joueurs tous les deux, mais modestes. Pablo, comme je suis sûr que Pablo est modeste, parce qu'il c'est un Martin. Et Martin Sanchez, c'est comme Martin Durand. Hein. Sanchez, c'est comme Durand. Donc nous savons que nous ne sommes pas des êtres supérieurs, des élites, etc. Nous sommes très démocratiques. Et donc j'ai eu l'idée de ce roman parce que juste quand même un point important aussi. Mon hypothèse, celle-ci, est quasiment mathématique. Les Martins ne sont pas plus extraordinaires que quiconque, que les Dubois, que les de la Varande, que les noms à particules. C'est des roturiers. Mais ils sont plus nombreux, donc on a plus de chances de trouver des êtres extraordinaires qui s'appellent Martin. Voilà. Donc il y a 41 chapitres de 41 Martins triés sur le volet. Je suis désolé, je le connaissais celui-là, mais il n'était pas suffisant pour moi. Les critères n'étaient pas... Non, il fallait des ruptures extraordinaires, des moments... je veux dire, des aventures, c'est des aventuriers, des explorateurs, des artistes, mais qui ont des déviances, des ruptures, des réinventions de soi. Et chaque texte, parce que ça peut vous effrayer, évidemment, moi aussi, on a 2 pavés. Les Martins sont des auteurs de pavés. Ne généralisons pas. Mais en général, les Martins publient des pavés. Bon. Et moi, mon pavé, moi, c'est pas un pavé. Pourquoi et le tien non plus. Je suis sûr, Pablo. Hein, parce que il y a une vivacité. Un texte court peut être très long à lire et un texte long peut être court. Et moi, le mien, il y a 41 chapitres. Et à chaque fois, c'est des chapitres entre 10 et 30 pages. Donc, on peut lire du début à la fin, on peut picorer, on peut sauter, etc. et revenir après. Mais comme je le disais à Jean-Pierre tout à l'heure, c'est pas possible de lire le livre Si, c'est possible. J'ai des lecteurs qui l'ont lu. J'ai peur d'avoir une indigestion de Martin. Je préfère prendre du Martin à petite dose, un petit peu tous les jours. C'est quand même pas mal aussi. La liberté totale. Pablo Martin, ou Pablo, est-ce que cette modestie dont parle Jean-Pierre, est-ce que tu le vis comme ça aussi? Absolument pas. Je suis vraiment... non, mais oui, quand on s'appelle Martin, il faut pas se croire... Non, en fait, quand je parlais de mon premier livre, que je ne trouvais pas un éditeur pendant des années,
Moi, je pensais, et c'est écrit dans le prologue, là, c'est à cause du monde. Je pensais, il me faut un pseudonyme. Mais finalement, j'ai rencontré un personnage historique qui s'appelait comme moi, ce qui n'est pas difficile, parce que c'est vraiment répandu, Pablo Martín Sánchez. Et là, je me suis dit, je suis soulagé, donc je vais écrire ce roman et je vais le signer comme Pablo Martín Sánchez, et donc c'est à vie, quoi. Mais c'est vrai. Du coup, le nom devient un pseudonyme, presque. Le vrai nom devient un pseudonyme. Ouais. Oui. Cette histoire n'existerait pas telle qu'elle est racontée, car une bonne partie des faits concernés peuvent être débusqués dans les hémorothèques et les archives, ces cimetières sans fleurs de la mémoire. Mais une histoire sans récit est une histoire qui n'existe pas encore. Il faut que quelqu'un tisse le fil des événements. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est qu'il y a une vie qui était là, en quelque sorte endormie, et puis il y a un auteur, un écrivain qui vient, qui la réveille et qui la raconte. Et c'est parce qu'elle est racontée qu'elle existe, cette vie. Et ça, je me demande si, finalement, Jean-Pierre, c'est pas aussi ça qui s'est passé. Je ne savais pas que tu allais me... C'est pour les deux, la question vraiment, est pour les deux. Mais oui, mais c'est tellement juste, ça, bien sûr. C'est-à-dire que c'est l'idée que parmi ces millions de Martins qui sont dans le monde entier, Martinez, Martinou, Martino, Martins en portugais, Martinou en tchèque, etc. Il y a même un John Martin qui est un esclave, enfin, qui est dénommé Martin par son propriétaire aux États-Unis, n'est-ce pas? Eh bien, parmi tous ces Martins, ils sont oubliés plus que les autres, puisqu'ils s'appellent Martin, comme l'a dit très justement Pablo. Bon, je prends un exemple, juste un exemple. Le général San Martin. Bon, la plupart de mes amis, même les plus cultivés, les plus érudits, ne connaissent pas le général San Martin. Bon. Et le général San Martin, c'est l'équivalent de Bolivar. Il a libéré toute l'Amérique du Sud à partir de l'Argentine, il a traversé la cordillère des Andes, il a formé une armée d'indigènes, etc., contre la domination espagnole. Il a libéré le Chili, il a libéré le Pérou, il arrive en Équateur, à Guayaquil, il rencontre Bolivar. Et bon, typique, Bolivar veut le pouvoir, parce que Bolivar, qui a une presse formidable, c'est le grand libérateur, c'était quand même un libertador très dictatorial. Bon, il veut le pouvoir. Et le San Martin, typique des Martins, et je suis sûr que Pablo aurait fait pareil, moi aussi, bon, il ne veut pas le pouvoir, il se retire. Son rêve, c'est d'être dans une hacienda en Argentine. On le soupçonne de complotisme, il repart en France, et il est enterré à Boulogne-sur-Mer, dans sa dernière résidence, et il est inconnu. Il a des statues partout en Amérique latine. Mais ce qui ressort, c'est Bolivar. Bolivar, c'est le nom. Ouais, le nom. Alors, pour continuer juste sur le nom, vous écrivez dans le chapitre consacré à François Martin, qui s'intitule le chapitre Pondichéry à nous deux, vous écrivez ceci. Cependant, Marie et François Martin, ce ne sont pas des noms qu'un romancier aurait choisis en principe pour de telles retrouvailles. Et c'est drôle parce que juste en bas de page, vous ajoutez « Au moment où j'écris ces lignes, je lis sous la plume d'une journaliste de Télérama dans un numéro de l'été 2017, Emma Bovary aurait-elle été la même si Flaubert l'avait baptisée Marie Martin ? Non, en effet, et c'est vrai aussi pour Frédéric Moreau. Dans la littérature, le nom donne corps au personnage, ajoute à juste titre la journaliste qui cite Barthes, le nom est le prince des signifiants. Oui, bon, prenez Marguerite Duras, qui sublime ses personnages, Lol Weinstein, superbe, Aurélia Steiner, Anne-Marie Streeter. Bon, Anne-Marie, la cote d'Anne-Marie a baissé. Enfin, Anne-Marie Streeter, hein, Jacques Hold. Vous voyez, il y a une recherche des noms qui est déjà romanesque, quoi. Bon. Et donc, c'est intéressant de réfléchir à ça. Et d'ailleurs, un écrivain qui s'appelle Marcel Aimé a bien vu la chose, puisqu'il a écrit un recueil de nouvelles Derrière chez Martin, où ce sont des personnages différents qui s'appellent tous Martin, des petites fictions à la Marcel Aimé, des petites fictions un peu fantastiques, et tous ces Martins sont des losers, des perdants, ou des personnes qui disparaissent. Enfin, elles ont une entité métamorphique improbable. Voilà. Alors, on va continuer à naviguer d'un livre à l'autre. Tout à l'heure, je suis allé un peu vite parce que là, on a l'impression que c'est le parcours de cet homme. Alors,
c'est brossé en quelques traits comme ça. En réalité, ça fait, je ne sais pas combien de pages, mais beaucoup, parce qu'il y a quantité de choses qui sont racontées. Et c'est raconté sur le mode du roman d'aventure. C'est une épopée. C'est une évocation du Paris des années 20, où dans les cafés, il y a, dans les faubourgs de Belleville, il y a des imprimeurs, typographes qui sont révolutionnaires, qui refont le monde, qui préparent une révolution, qui préparent une sorte d'insurrection pour faire converger un peu tout le monde à la frontière espagnole. Et puis il y a en même temps donc des gens là-dedans qui discutent. Parfois c'est que de la tchatch, hein, comme on dit à Marseille. C'est des révolutionnaires de salon. Et puis d'autres, ils agissent vraiment. Et il y a un écrivain, un poète important qui fait partie de ce groupe et qui observe tout ça. Et je voudrais bien que vous nous parliez de lui aussi, parce qu'il y trouve des histoires dans toute cette agitation-là. Et c'est qui? Bon, c'est vous qui l'avez trouvé, c'est Unamuno. Unamuno, d'accord, parce qu'il y en avait. Oui, il y a aussi Blasco Ibáñez, qui n'était pas poète, qui était romancier. Mais c'est vrai, il y avait des exilés espagnols, des intellectuels en France, à cause précisément de la dictature de Primo de Rivera. Entre 1923 et 1930 en Espagne. Donc Paris était vraiment bondé, oui, de réfugiés et des hommes d'armes, mais aussi des intellectuels qui faisaient la révolution avec des articles ou avec la parole ou avec des meetings à la salle de société savante, je sais pas quoi. Et donc là, Unamuno, effectivement, il a écrit un sonnet sur mon homonyme, Pablo Martín Sánchez, et les deux autres anarchistes qui ont été condamnés à mort. Mais sinon, quand tu parlais, Pascal, je viens de réaliser, mais je jure que c'est en ce moment-là que j'ai vu ça, que le personnage, Pablo Martín Sánchez, c'est un personnage historique, mais romanesque aussi. Moi, je l'ai amené ou façonné à ma façon, excusez-moi la redondance, mais qu'il est si modeste que son nom. Je viens de réaliser en ce moment-là. C'est vrai. C'est pas un héros de roman, c'est pas le leader, ouais. c'est pas. Non, il se laisse. Il est un peu comme il est un peu comme San Martin. Oui. Il est un peu comme San Martin. Oui, un peu encore plus modeste. Encore plus modeste. Il y a son camarade, hein, ils sont des amis d'enfance, qui lui dit, qui le met en quelque sorte devant le fait accompli en disant tu vas imprimer pour nous les tracts révolutionnaires, et lui dit non, puis finalement au bout de 5 minutes il se laisse convaincre, il le fait, il se laisse entraîner, mais finalement par gentillesse, pas du tout par faiblesse, par modestie et par gentillesse, et il va se retrouver, hélas ça va mal se terminer pour lui, mais le roman se termine par mal. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire quand je parlais de joie tout à l'heure, il y a une fin tragique à tout ça, parce que on sait que les révolutions, ça se termine pas toujours bien, et les insurrections, ça marche pas toujours. Mais pourtant, c'est pas du tout tragique. Il y a aussi quelque chose de joyeux finalement et d'ouvert à la fin de ce livre. Ouais, on raconte la fin. Ouais, d'accord. Non, sans raconter vraiment la fin, mais bon. Non, mais c'est vrai. C'est un final ouvert, donc il y a un espoir. Parce que dès le début du livre, je dis que Pablo Martín Sánchez est mort en 1924, qu'il s'est suicidé en allant vers l'échafaud. Mais peut-être que c'est pas vrai. Mais il y a même dans les encyclopédies de l'anarchisme espagnol, il y a des entrées. Martín Sánchez, il dit, il est mort vieux à l'Avellanet. Dans les années 70. Mais là, il y a Luis Garrido qui me regarde, qui est un fils d'exilé républicain, qui a fait des recherches après avoir lu mon roman. Et il a constaté que ce Pablo Martín qui est mort dans les années 70 à l'Avellanet, c'était pas Pablo Martín Sánchez, c'était un autre anarchiste qui s'appelait aussi Pablo Martín Cañivano. Et j'ai découvert ça grâce à un historien, à physicien et amateur du livre. C'est quoi un anarchiste, papa ?
C'est une phrase du livre. Un anarchiste, papa, oui. Elise, c'est quelqu'un... Pablo, quand il est petit, puisqu'on alterne entre son enfance et sa vie d'adulte, jeune adulte, découvre la ville, découvre le marché, se retrouve assez souvent seul parce que son père a des affaires à faire. Et puis il entend la conversation, il se lie d'amitié, il découvre le cinéma, ça c'est super important. Et il entend parler d'anarchiste et il pose la question à son père. Et quelle est la réponse? Je ne me souviens plus. Il faut que je c'est retrouve. l'amour, quelque chose de l'amour absolu. Oui, il parle pas de politique en fait. Non, il parle d'amour, de la liberté, de la démocratie, de quelque chose comme ça. C'est ça l'anarchisme. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas lié finalement à un mouvement politique dans la réponse. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a plusieurs anarchismes. Là, par exemple, il y a l'anarchisme végétarien, naturiste, pacifiste de Robinson, qui est l'ami intime de Pablo Martín Sánchez. Et en avance sur son temps quand il dit ça, en fait. Oui. Vive maintenant. oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres anarchismes aussi. Donc ça, c'est riche aussi comme idéologie. Hein. Alors, le travail réalisé pour retrouver tous ces Martins, je suppose que ça a été une somme de recherche. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Oui, j'ai opéré un tri sélectif très sévère. Hein. Il me fallait des Martins très spéciaux pour ma trame narrative. Et je suis tombé d'abord sur des Martins qui m'ont épaté. Donc c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit il doit y en avoir dans chaque siècle au moins quelques Martins comme ça. Hein. On voyage dans le temps. On voyage beaucoup. Bon, je prends un exemple, parce qu'ils sont assez nombreux. Donc je prends un exemple, c'est Claude Martin, qui est devenu l'Européen le plus riche de toutes des Indes au XVIIIe siècle, qui est un fils de tonnelier qui s'embarque avec la Compagnie des Indes, comme ça se faisait quand même quelquefois, qui part de Lyon, qui est une sorte de soldat, qui devient mercenaire, qui passe du côté anglais, et qui est à l'origine d'ailleurs du lycée de la Martinière, puisqu'il a été bienfaiteur, enfin philanthrope, mais philanthrope après une vie assez, enfin comment dire... une vie d'escroc, de commerçant, un personnage très ambivalent, très double et plutôt peu reluisant, mais dont on a adressé une sorte d'agiographie. La question aussi qui se pose à travers ça, c'est au fond, la question de la commémoration, hein, puisque c'est une question aujourd'hui. Donc, c'était l'idée de faire une sorte de panthéon des Martins, mais de panthéon des Martins qui ne porte pas de jugement moral, parce que ce Claude Martin, si je porte un jugement moral, évidemment, il n'est pas sélectionné. Je suis tombé sur un Abraham Martin, par exemple. Abraham Martin, au XVIIe siècle, un des 20 premiers pionniers de la Nouvelle-France. Donc une vie extraordinaire, là aussi, on ne sait même pas si... Il y a très peu d'archives. Enfin, il y a quelques généalogies contradictoires établies par les Canadiens qui sont très attachés à la généalogie de leur père fondateur, mais on ne sait pas bien s'il est venu de Dieppe, s'il est écossais, s'il est venu de La Rochelle. Bref, j'ai retracé le paysage de cet Abraham Martin un peu à la façon, enfin, à ma manière martinesque, évidemment, modestement martinesque, un peu à la façon d'Alain Corbin, hein, lorsqu'il recherche à restituer le personnage du sabotier Pinago, vous voyez. Donc à chaque fois, il y avait soit un excès d'informations. Jacques Martin, évidemment, c'était la blague dans les années 70, quand on s'appelait Martin, Jacques Martin, bon, que j'ai beaucoup hésité à introduire. Je veux dire, pour quelqu'un comme moi, n'est-ce pas, qui est passé par Michaud, etc., Jacques Martin, c'est un peu une déchéance quand même. Bon. Et finalement, j'ai résisté. Ça s'intitule Dimanche J'avais Martin, des amis qui me disaient, mais non, évidemment. tu ne vas pas faire ça. D'autres qui me disaient, enfin, il faut qu'il soit là, Jacques Martin. Bon, je l'ai mis quelques pages un peu caustique sur le bonhomme, quoi. Et puis il y a Dean Martin qui nous a fait l'honneur de prendre notre nom. Hein. Il s'appelait pas du tout Dean Martin au départ, c'est un Italien. Bon, et ses enfants s'appellent Martin. Voilà, ses enfants, il a vraiment pris notre nom. Voilà. Et puis il y a des tas d'autres personnages qui sont soit assez peu connu, soit demi-célèbre. J'ai parlé de San Martin, mais il peut y avoir un anarchiste. J'ai un anarchiste. Hein. J'ai de tout. C'est une espèce de... J'ai des artistes. C'est pour ça que ça s'appelle le monde des Martins. Alors vous allez me dire, évidemment, je comprends votre objection dans votre esprit. Vous dites, pourquoi il dit les Martins, etc. Bon. Enfin, on dit bien les Belges, quand même.
On dit bien les bobos, les bourgeois, les dogons, etc. Les Bretons. Les Bretons, on dit bien les Bretons. Alors pourquoi pas les Martins? Donc il y a une espèce d'idée aussi de communauté imaginaire, évidemment un peu anti-communautariste entre nous. Bon, c'est ça aussi l'élément de ce jeu sérieux, quoi. Donc on traverse les siècles, je ne vais pas vous les énumérer tous, on n'en aurait pas fini, mais pour vous dire à quel point ça retrace le spectre, tous les aspects de la condition humaine, c'est que j'ai par exemple un Pierre Martin anarchiste, qui est un de mes préférés, qui était un ouvrier tisserand à 6 ans. On mettait, vous savez, le poème de Victor Hugo, hein, on mettait les enfants sous les métiers à tisser, ils étaient plus petits, et il y avait des tâches qu'ils pouvaient effectuer que les adultes ne pouvaient pas. Et il devient anarchiste pour des raisons parfaitement compréhensibles. Il est plusieurs fois en tôle, il a des procès, etc. Et il finit comme rédacteur au Libertaire, personnage très, très attachant, et qui, entre-temps, est photographe ambulant. Vous voyez, donc c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est qu'il a une rupture de vie. Les photographes ambulants vers Saint-Vallier, et il est interdit de séjour à un moment dans la Drôme, des collines, vers Saint-Vallier. Donc il traverse le pont que moi, habitant l'Ardèche, je traverse très souvent quand je viens de Lyon, le pont qui part de l'Ardèche, de la Drôme, et qui arrive en Ardèche, à Sarras. Et donc je l'imaginais avec sa roulotte de photographe, interdit de séjour dans la Drôme et passant en Ardèche. Et à chaque fois, je vivais dans la peau de ces Martins pendant 4-5 ans. Donc je voulais vraiment que ça se termine, sinon je devenais un peu fou, il faut bien le dire, quoi. Bon, donc je m'étais donné une date... date butoir. Où je m'étais arrêté à ces 41 Martins, et je vivais jour et nuit un peu, c'était difficile pour mes proches, je le reconnais, je vivais jour et nuit dans la peau de chaque Martin, qui fait à chaque fois 5 ou 30 pages. Comment ça s'appelle ce genre de schizophrénie là, d'être 41 personnages et pas c'est juste, un cas de martinitude aggravée. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Et puis il y a des moments vraiment très drôles. Il y a aussi, alors à un moment, tous les titres qu'aurait pu porter ce livre. Hein, vous avez beaucoup réfléchi avant de finalement choisir le monde des Martins. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais plus. J'ai ma page, je l'avais tout à l'heure. Alors voilà, tenez. Oui, c'est... Et on finira là-dessus. C'est Laurent Stocker qui a lu, de la Comédie Française, qui a lu des textes à la Maison de la Poésie, des textes du Monde des Martins, qui les a lus beaucoup mieux que moi, ce passage-là en particulier. Les titres eux-mêmes se sont mis à proliférer. Je les voulais tous. J'oscillais entre Martin dans tous ses états, Vie de Martin, La saga des Martins, Le Monde des Martins, Patronyme, Les Martins, Une histoire mondiale des Martins, l'histoire mondiale des Martins, presque tous les Martins du monde, La condition martinienne, La martinade, Au nom des Martins, La geste des Martins, Le chant des Martins, Martin commun et hors du commun, L'épopée des Martins, Jean-Pierre Martin et Pablo Martin Sanchez. Non, ça, j'ai pas eu. Il vient de l'inventer. La Bible des Martins, À la recherche des Martins perdus, Martin épopée, La condition humaine. Ça, j'aurais voulu intituler ça, en fait, La condition humaine. Mais c'est déjà pris. Histoire d'un nom, Conte des mille et un Martins, Grandeur et misère des Martins, Martin, roman, Le blason des Martins, Le panthéon des Martins, La légende des Martins, Martin, mode d'emploi, il y en a quelques-uns encore. Hein. Mes homonymes, Généalogie des Martins, L'Odyssée des Martins, Le nom qui nous est donné malgré nous, Martin Monde, Né.es, parce qu'il faut faire attention à l'écriture inclusive quand même, hein, Né.es Martin, entre parenthèses et épouse, Les aventures de Martin, Martin et Martin, Martin, etc. Tentative d'épuisement d'un nom. Merci, voilà. Et c'est devenu Le Monde des Martins, et c'est paru aux éditions de l'Olivier. Et moi, j'ai quelque chose aussi, parce que j'aime beaucoup l'épilogue dans l'anarchiste qui s'appelait comme moi, épilogue. Et ça nous servira d'épilogue. Quelle grande idée a eu l'inventeur de l'épilogue, ce port auquel atteignent les bateaux et où ils peuvent faire le bilan de la traversée. C'est le moment d'amarrer les cordages, de nouer les bouts et de s'excuser auprès des passagers pour les turbulences du voyage. C'est donc pour toi, cher lecteur, le moment de respirer à fond, de prendre les valises et de te préparer à descendre la passerelle pour retrouver la terre ferme. J'espère simplement que tu ne me reprocheras pas l'abrupte et tragique fin de cette aventure, car que pouvais-je faire sinon être fidèle à la vérité, si désagréable soit-elle ?
Ça donne le ton. Pardon, traduit par Jean-Marie Saint-Lut, parce que les mots là, très importants. C'est les siens. Voilà. Merci à tous les deux. Merci, messieurs Martin. Merci à vous. Merci à vous. Et dans quelques minutes, nous allons recevoir sur ce plateau... Ah oui, avant de partir, est-ce qu'il y a des Martins dans la salle? Qu'il se lève. Un Martin. Qu'elle se lève. Un seul Bravo, Martin. applaudissements. Bravo. Toujours à Martin.